Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qu'il est bien grand temps de vous faire puisque j'ai des livres qui sont en pile en tout cas depuis presque 2 mois pour certains, qu'il est temps que je vous présente puisqu'aujourd'hui je vous propose d'enfin s'attaquer à ce qui ont été mes lectures de janvier et donc il est temps de se pencher sur l'avis lecture du mois de janvier, sachant que le mois de janvier a été quand même un super mois de lecture. Alors au niveau de la qualité, vous verrez, il y a de tout, mais par contre au niveau de la quantité, pas mal du tout, parce que j'ai terminé plus d'une dizaine de bouquins, donc je suis hyper contente à ce niveau-là. Ça a déjà bien commencé l'année. Ça contrecarre aussi le fait que février soit décevant de mon côté au niveau quantité de livres. Au niveau qualité, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais au niveau de la quantité, je contrebalance avec ce qu'a été janvier en fait. Donc comme les mois précédents, je vais vous présenter les livres dans l'ordre décroissant de lecture. Donc du livre que j'ai terminé le plus récemment au livre que j'ai terminé le plus anciennement, même si c'est bizarre d'utiliser ce mot-là, puisque je les ai mis en pâle au fur et à mesure du mois et durant mes lectures. Mais donc, je vais vous présenter ça. Je vais essayer d'être assez rapide pour cet avis lecture parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter et que normalement ils ont tous plus ou moins peut-être à un ou deux près, déjà été chroniqués sur Instagram. Donc, j'ai pas envie que cette vidéo dure hyper longtemps. J'ai pas forcément non plus beaucoup le temps pour la tourner. Donc, je vais essayer d'être plus rapide. Donc, c'est pour ça que je vais terminer cette intro ici et que je vous propose qu'on s'attaque directement au premier bouquin et donc le dernier terminé en janvier. Il s'agit donc pour commencer de Fabricant de larmes, écrit par Erin Ndoum, publié aux éditions Hachette Roman. C'est un livre que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition il y a plus d'un an de cela. Donc, je suis. Oh, peut-être. J'abuse peut-être en disant plus d'un an, mais pas loin. Pas loin, puisqu'il est sorti en mars 2024. Oui, donc vraiment pas loin. Et ça a été un abandon pour ma part. Je vais pas vous refaire le pitch parce que je vous l'avais déjà présenté, je crois, au moment de vous présenter ma palle. J'en attendais, je vais pas dire que j'en attendais beaucoup parce que c'est pas vrai, mais je pensais vraiment que j'allais aimer. Parce que ma mère l'avait aimé. Alors, je m'explique. J'aime pas forcément tous les livres qu'elle aime, et inversement, mais c'est surtout que on est ici sur de ce que j'avais compris, sur une romance une romance entre deux jeunes orphelins et qui avait une sorte de fin que tous les deux avaient quand même un passé un petit peu mystérieux. J'étais restée sur ça et je l'avais prêté à ma mère au début en pensant que je m'étais trompée parce que pour moi ma mère c'est pas quelque chose du tout qui l'intéresse, les romances comme ça. Et au final elle l'avait lu et elle l'avait beaucoup apprécié, donc je me suis dit ok, si ça peut même convaincre ma mère qui est pas fan de romance, c'est que pour moi ça peut le faire. Même si je suis pas la plus grande fan de romance, j'apprécie bien ça. Là ça pourrait carrément le faire. Et en fait je l'ai abandonné à près de 200 pages je crois. Donc j'en ai quand même lu une bonne partie. Si on dit que la page 200 est là, vous voyez, j'en ai quand même lu peut-être un peu plus d'un tiers, donc c'est pas mal du tout. Mais je l'ai abandonné parce que justement, moi, ce qui m'a dérangé, c'est la romance et surtout le protagoniste masculin que j'ai trouvé hyper toxique. Et ce qui m'a d'autant plus gêné, c'est que l'autrice essaye de justifier justifier peut-être un mot fort, mais essaye un petit peu de justifier ses actes. Il va être détestable avec notre héroïne. Il va la mettre mal à l'aise constamment. Il me mettait mal à l'aise en lisant, du coup j'étais mal à l'aise. Il va être exécrable avec elle. Il va presque être pas violent, mais il paraît dangereux en fait. Et on a certains chapitres du coup qui sont dans sa tête à lui et on essaye de nous expliquer oui mais tu comprends, c'est parce que il a l'air d'avoir un passé un petit peu difficile, donc oui il agit comme ça enfin nous donne une justification en mode ok c'est pour ça aussi, il pense comme ça, donc c'est pour ça qu'il fait ça. Mais ça justifie pas en fait. Pour moi ça justifie pas. J'ai trouvé ça hyper toxique. Alors peut-être que au fur et à mesure du roman il le devient moins, ou il change et il comprend que ce qu'il fait c'est pas bien. Mais en fait, je m'en fiche. Là, ce qui fait qu'en 200 pages, là où j'étais hyper intriguée pour connaître le passé de nos personnages, parce que ouais, il y a des gros mystères qui tournent autour de nos personnages, qui sont deux jeunes orphelins. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont orphelins, sachant qu'on a une héroïne qui est hyper solaire, qui est presque très naïve par rapport à la vie, mais qui justement a envie de voir le bon dans plein de choses. Et on comprend qu'elle a cette vision-là de la vie parce qu'elle a visiblement, elle a connu ouais, un passé très violent et on nous en dit pas beaucoup plus. Donc j'étais curieuse, j'avais envie de continuer pour savoir quel était le passé de nos protagonistes. Mais en fait, là vraiment, leur présence me gênait. C'était ça le problème pour moi, c'est dès qu'on avait les interactions entre les deux, en fait, ça le faisait pas du tout. Et ça me mettait très très mal à l'aise, j'aimais pas du tout. Et le fait qu'on essaye que, comme je vous dis, que l'autrice essaye d'un petit peu justifier, j'ai pas apprécié. Donc je l'ai abandonné, je me suis dit que ça servait à rien. En plus, je mettais un petit peu de temps pour le lire parce que j'avais du mal à y retourner justement.
j'ai préféré arrêter là et ne pas le continuer. J'ai avant ça lu La fileuse d'argent, donc c'est écrit par Naomi Novik et je l'ai ici en version poche, donc c'est publié chez J'ai lu. C'est un livre que j'ai finalement entièrement écouté. Quand je vous le présentais dans ma page, je vous disais que c'était un livre qui me faisait un petit peu peur au vu de sa densité et que j'avais besoin qu'on me motive un petit peu à le lire. Et bien merci à vous pour vos motivations, puisque c'est grâce à vos commentaires sous la pile à lire que je me suis motivée à le sortir de ma palle. Et quand j'ai vu qu'il était disponible en audio sur Lizzy, j'ai foncé et ça a été une très bonne idée parce que en audio il est passé tout seul. Et je suis très contente de l'avoir lu parce que ça a été une chouette découverte. Ça n'a pas été la meilleure lecture de ma vie, mais ça a été une chouette découverte. Et surtout, il y a eu ce côté de surprise où je ne m'attendais pas, et en fait c'est bête, c'est sur la 4ème de couverture, on le comprend, mais je l'avais pas relu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de côtés fantastiques qui viennent se greffer à l'histoire et j'ai trouvé ça hyper chouette. L'ouvrage mélange un petit peu du folklore, alors c'est plutôt russe, en tout cas du folklore slave, avec des créatures comme ça qui appartiennent à ce folklore et avec des personnages qui sont ancrés dans le réel. On a une fille qui va être la fille du prêteur du village, qui va se retrouver à prendre la suite de son père et qui va s'entourer d'autres personnages qui sont plutôt pauvres, et on suit aussi en même temps, donc on va suivre 3 personnages, notre fille de prêteur, celle qui va aider la fille du prêteur qui vient d'une famille pauvre, et on suit aussi une autre petite noble qui va être obligée de se marier à un autre noble, mais qui a pas l'air d'en avoir trop envie, et à ça va venir se greffer du fantastique, et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai beaucoup aimé l'alternance de point de vue, c'est quelque chose auquel c'est quelque chose que j'apprécie fortement en général, donc là ça n'a pas loupé, et j'ai trouvé les personnages hyper forts, j'ai beaucoup aimé leur tempérament. Je les ai trouvés hyper bien construits en fait, les personnages, donc ça c'était très cool. J'ai adoré découvrir l'univers avec avec ce folklore que je connaissais absolument pas. Et il y a des petites, on retrouve des petits codes de fantasy fantastique aussi dedans que j'ai trouvé sympa coupler ça. Donc pour moi c'était très mature. C'est aussi un ouvrage que j'ai aimé pour ça, pour sa maturité dans son récit, dans la construction des personnages comme je vous disais. Donc ouais, c'est un livre qui m'a vraiment plu. Il est passé très très bien en audio. Ça a été, je pense, vraiment le meilleur choix que j'aurais pu faire par rapport à ce bouquin. Et je suis curieuse de découvrir d'autres bouquins de l'autrice. J'avoue que c'est une trilogie, je crois. La trilogie de la Scolomance, du coup, me tente plutôt bien. Avant ça, j'avais lu un autre livre poche, et cette fois-ci, on est sur un tout petit livre avec La Maison Poussière. C'est écrit par Valérie Perronnet, et je l'ai ici publié aussi chez J'ai lu. C'est un livre que ma belle-mère m'avait filé, parce qu'elle l'avait récupéré, je sais pas trop. Donc, je m'étais dit, comme ça me permet de vider un petit peu ma palle poche, parce que j'ai beaucoup de livres poche que je ne lis pas. Faut que je m'oblige à m'en mettre au fur et à mesure dans mes palles. Et celui-ci, n'a pas pris beaucoup de temps parce qu'il est écrit, c'est très espacé, il doit faire quelque chose comme 200 pages, donc ça s'est dévoré et c'était hyper chouette. J'ai beaucoup aimé ici le fait qu'on ait 2 points de vue qui vont s'alterner, encore une fois les points de vue alternés, j'aime beaucoup ça, mais j'ai surtout aimé le fait qu'un des 2 points de vue soit une maison. On va avoir le point de vue de la maison poussière, alors vous comprendrez en lisant le bouquin pourquoi on a ce point de vue. Et il apporte un vrai plus ce point de vue, déjà parce qu'on a une maison qui est pleine de caractère, là ça prend tout son sens, mais on va aussi avoir une maison qui a un vrai affect avec ses précédents propriétaires, ses précédents locataires, plutôt propriétaires même, ses précédents propriétaires, et c'est à travers le point de vue de la maison qu'on va connaître le passé des gens qui ont vécu dedans, et qu'on va connaître toute l'histoire de sa construction à ce qu'elle est devenue maintenant un petit peu à l'abandon, jusqu'à ce qu'on ait, donc ça se passe au Canada, jusqu'à ce qu'on ait notre jeune française, donc je sais plus comment elle s'appelle, et on cite son nom très très tardivement dans le récit, qui est donc le 2e point de vue qu'on a ici, qui vient retaper cette baraque qui est perdue au fin fond du Canada, du coup, alors qu'elle vient de France. On se demande un peu ce qu'elle fout là. C'est très mystérieux au début, et on va donc avoir la maison qui a conscience qu'elle est cette jeune femme française qui va venir la retaper, et en même temps cette française qui, on comprend, a besoin d'être complètement éloignée de ce qu'était sa vie en France, a besoin de prendre du recul suite à un événement qui s'est déroulé, et ça permet de mettre en lumière plein de choses. Et c'était hyper chouette dans la construction des personnages, même si, est-ce qu'on peut vraiment parler de personnages pour une maison, je ne sais pas, mais en fait on va voir comment le fait d'être toutes les deux ensemble, parce que la maison va quand même réussir à faire quelques petites actions, comment le fait d'être toutes les deux ensemble va servir à les faire évoluer, à leur faire voir certaines choses qu'elles ne voyaient pas, vraiment à les tirer vers le haut, et j'ai trouvé ça hyper chouette, et c'était un petit roman duquel j'attendais rien, et franchement c'était hyper sympa. Avant ça, j'ai terminé la saga que je voulais absolument terminer dans ce début d'année, et je suis très contente que ça ait été le cas, avec le 6e et dernier tome de The Mortal Instruments. C'est écrit par Cassandra Clare, c'est publié chez PKJ, c'est un beau bébé, on est bien d'accord, et je suis très contente de l'avoir terminé. Oui, je vais pas passer trop de temps dessus, puisque c'est quand même le 6e tome, j'ai commencé la saga il y a peut-être 4-5 ans maintenant. Donc bon, je vais pas rester plus long. Et encore, quand j'ai 4-5 ans, ça doit peut-être même faire plus que ça.
je vais pas passer trop de temps sur celui-ci. On clôture du coup ici tous les enjeux, toutes les questions qu'on avait qui traînaient depuis 5 tomes. J'ai beaucoup apprécié l'évolution des personnages qu'on a ici parce que c'est vrai qu'au début, quand on commence cette saga, les personnages sont adolescents, ont des réflexions d'adolescents et sont parfois un peu teuteux, on va pas sortir, des fois ils font les choix les plus bêtes du monde, surtout Clary, le personnage principal. J'ai eu du mal avec elle pendant très très longtemps et là je trouve qu'elle a une belle évolution. Et le personnage que j'ai préféré voir évoluer, c'est le personnage de Alec qui nous est levé les yeux au ciel avec Dame Nachis, avec qui j'ai lu en lecture commune le tome 5 et 6, qui nous est levé les yeux au ciel sur le tome 5 et qui là a une belle évolution et devient touchant, donc ça c'était cool au niveau des personnages. Ça m'a fait plaisir de les voir grandir, même s'il me semble que finalement il se passe pas tant de temps que ça entre le tome 1 et le tome 6. C'est comme quoi les différents événements qui vont se dérouler avec eux va les faire évoluer, va les faire mûrir, et ça fait plaisir. Après, j'ai la même chose à dire que sur le tome 5, c'est-à-dire qu'ici tout s'enchaîne très très vite, trop vite, puisqu'on n'a pas le temps de s'attarder sur certains points. Des fois on aimerait qu'on s'attarde un petit peu plus sur les événements tragiques, sur les événements un peu plus drôles, pour qu'on ait le temps de ressentir les émotions en fait qui sont alliées à ça, et on n'a pas le temps, l'autrice passe tout de suite à autre chose. Donc par exemple, si on va avoir un personnage qui est relativement important et que l'autrice nous encourage à aimer, qui va mourir, on n'a pas le temps de se poser et de le pleurer, que tout de suite on est dans l'événement suivant, et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça manque, ça rend difficile le fait de s'attacher au récit, même si vous voyez j'apprécie l'évolution des personnages, ça rend difficile même de s'attacher à eux parce que on n'a pas le temps l'autrice ne prend pas le temps de s'arrêter sur l'émotionnel, si ce n'est sur les romances que certains personnages vont avoir les uns entre les autres, donc c'est très adolescent sur ça et ça manque un peu de profondeur quand même sur le développement des personnages vraiment au niveau émotionnel, et c'est un petit peu dommage, j'avoue, mais bon, après ce qui fait qu'un bébé comme ça par contre se lit hyper vite parce que tout s'enchaîne très très vite, donc c'est extrêmement page turner, donc ça c'est cool. Après je dis que c'est page turner, mais finalement celui-ci je crois que je ne l'ai pas lu, et en audio il passait très très bien, même s'il y a un personnage qui nous a fait mourir de rire avec Dame Nachis. On a donc on a des créatures surnaturelles ici, dont les vampires, et le vampire qui gère un petit peu le secteur dans lequel évoluent nos personnages au niveau du clan des vampires, est d'origine hispanique. Donc on comprend que c'est un enfant qui s'est fait vampiriser. C'est un enfant qui est d'origine hispanique, et du coup le narrateur qui faisait sa voix prenait un accent très fort espagnol. Vraiment, il parlait... vous voyez le chapeauté dans Shrek, il parlait comme ça. Vraiment, un Antonio Banderas x 10 000. C'est terrible, vraiment ça nous faisait mourir de rire, donc c'était compliqué au début de le prendre au sérieux. Alors que c'est un personnage en vrai qui est plutôt attachant, que j'aime bien, mais c'est surprenant au début. C'est assez surprenant, je m'y attendais pas forcément. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que l'audio est bien passé. Ça a permis de bouffer ça encore plus rapidement, je trouve. Mais je suis contente d'avoir découvert cette saga, même si je comprends pas forcément tout l'engouement qu'il y a eu autour quand elle était sortie. Bon, après, ça date un petit peu maintenant. Et je pense que maintenant, elle souffre peut-être un peu de la comparaison avec des sagas qui sont sorties plus récemment. Je pense que c'est un produit de son temps. Elle était très bien à l'époque des Twilight, des Divergentes, des nanani, des nananas de l'époque. Maintenant, ça a peut-être un poil mal vieilli, et je pense qu'il y a mieux à découvrir dans l'univers ado, young adulte, qui semble plus approfondi sur certaines choses, avec des personnages peut-être plus attachants, mais ça n'en reste pas moins que je suis très contente d'avoir enfin terminé de lire cette saga. Avant ça, une lecture pas ouf que nous avons faite, puisqu'il s'agit de la LC, donc la lecture commune organisée sur le Discord durant le mois de janvier. C'était La chasseuse et l'alchimiste, écrit par Alison Saft, publié chez Big Bang. Je suis allée au bout, mais... j'ai levé les yeux au ciel très très haut et j'ai soufflé très très fort parce que ça a vraiment pas été dingue quoi. Comme je le disais sur Twitch quand j'ai terminé le bouquin, aussitôt lu, aussitôt oublié. Je savais que ça allait pas être dingue, honnêtement, en vue des retours qu'on avait eu au moment de sa sortie et des premières personnes qui l'avaient lu, et au vu de ce que j'ai pensé d'un autre ouvrage de l'autrice du coup qui est Un si fragile enchantement en français, que j'ai lu en anglais. Je l'avais reçu dans la Fairyloot, que j'avais... ouais, voilà. En fait, j'ai pas d'autre chose à dire que... c'est pas ouf, quoi. Là, on a un univers qui aurait pu être très chouette, qui a l'air d'être assez complet, parce que l'autrice réfléchit bien ces univers qui ont l'air hyper intéressants. Elle donne même plein d'informations sur cet univers, même si la façon aussi qu'elle a donné les informations est assez particulière. C'est vraiment... on va parler de choses diverses et variées, et au cours d'une conversation, mais c'est vraiment... typiquement ça. Au cours d'une conversation entre deux personnages, bim, tu vas avoir un énorme paragraphe d'explication de comment fonctionne l'univers sur tel point, nanani nanana, mais en plein milieu d'une conversation. Ça vient... du coup, ça fout un rythme dégueulasse, je trouve vraiment, ça casse le rythme qui aurait pu être plutôt fluide en soi. Parce que la plume reste fluide, hormis ça...
hormis ces points d'information qui sont des gros pâtés d'informations en plein milieu de nulle part, et c'est hyper dommage parce que ça arrive des fois trop tôt, parce que tu comprends pas pourquoi l'autrice te dit ça maintenant, ou au contraire trop tard, tu dis oui mais c'est il y a 15-20 pages en fait que j'aurais voulu que tu me dises ça, maintenant je l'ai compris, je l'ai déduit avec d'autres informations, mais ça arrive jamais comme il faut, c'est pas bien mis en avant en plus, enfin j'ai eu beaucoup de mal avec ça, et je sais que c'est quelque chose aussi qui a pas mal déplu aux autres qui participants de la LC, et donc cet univers de fantasy qui aurait pu être chouette mais qui n'est absolument pas développé, à part nous, justement nous l'exposer comme ça de façon éparse dans le roman, il est vraiment pas utilisé, parce que ce qui là va être mis en avant dans ce roman, c'est la romance entre nos deux protagonistes, et une romance qui m'énerve parce qu'elle est basée sur un manque de communication. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, qui a le don de m'énerver en romance comme dans tout, que ça soit dans des bouquins, dans des films, dans des séries, j'en sais rien. Mais dès qu'il y a un manque de communication entre des personnages, ça a le don de m'énerver. Et là, c'est basé sur ça. Donc pendant des pages, des pages, des pages et des pages, des problèmes entre eux pourraient être réglés s'ils parlaient, s'ils s'avouaient des choses pour lesquelles ils se font toute une montagne, alors qu'en fait, c'est pas grand-chose. Bref, ça m'a gonflé, ça. Ils étaient pas intéressants en plus, les personnages. Vraiment, je me suis pas du tout attachée aux personnages. L'un comme l'autre, hein, les deux protagonistes, du coup notre jeune chasseuse et notre jeune alchimiste. Je me suis pas attachée à eux, je les ai pas trouvés touchants, même si au début l'alchimiste aurait pu, je sais qu'il a pas forcément plu à tout le monde dès le début sur la LC. Au début moi je l'associais un petit peu au personnage de Flynn Rider de Réponse, donc il avait ce côté un petit peu je me la pète, je fais le kéké, mais en fait je suis tout nulos, donc ça me faisait plutôt rire. Sauf que ça dure trop longtemps et qui met beaucoup trop de temps avant d'être pris au sérieux et d'être sérieux. Et j'étais là, oui, bon, c'est bon. Du coup, t'aides pas en fait. Et j'ai trouvé ça très très lourd. Et puis ouais, non, la psychologie des personnages n'était pas hyper bien travaillée, j'ai trouvé non plus. Et ce manque de communication, vraiment, ça m'a flingué. Et puis cet univers franchement, j'aurais voulu avoir beaucoup plus d'univers, qu'on soit plus dans cet univers plutôt que basé sur cette romance qui était pas ouf. Donc, mais franchement, celui-ci, je ne compte pas le garder. Voilà. Et je comprends pourquoi il n'a pas fait l'unanimité au moment de sa sortie en France. Ça se confirme avec moi, et je confirme que je ne lirai plus d'Alison Saft, parce que les 2 livres que j'ai lus d'elle, à chaque fois, c'était vraiment pas ouf et ça m'intéressait pas plus que ça, donc aucun intérêt. Par contre, un livre qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai terminé avant, Un cœur citoyen et solitaire, donc le second tome de cette trilogie. Donc c'est écrit par Brigitte Kemmerer, c'est publié aux éditions Rajo, et ça c'était très très cool. C'était très très cool et je suis très contente de l'avoir lu. C'était le livre du coup que j'avais pioché, imposé par Clems, celui-ci, et je suis trop contente de l'avoir lu. Ça m'a fait tellement plaisir de retrouver cet univers, de retrouver nos personnages, même si finalement ce second tome est axé sur d'autres personnages que ceux qu'on découvre dans le tome 1. Alors il y a un des 2 protagonistes principaux de ce tome là, c'est un des personnages qu'on suit quand même pas mal dans le tome 1, mais un autre, le deuxième protagoniste, la deuxième protagoniste même, c'est un personnage qu'on ne connaissait pas, du coup qu'on découvre de A à Z ici, et que j'ai trouvé hyper chouette parce que je trouve que l'autrice elle fait hyper bien ses personnages. Et en fait vous comprenez, à chaque fois quand je vous présente des livres, les personnages pour moi c'est quelque chose d'hyper important, parce que si je m'attache pas aux personnages, si même sans forcément m'attacher, mais si je trouve pas logique leur façon de penser, ou si pour moi ils sont des personnages mal écrits, je trouve que ça peut être complètement rédhibitoire sur un bouquin, même si tout l'à côté est bien fait. Si les personnages sont mal écrits selon moi, ça me plante l'histoire. Et là pour le coup j'adore les personnages qu'elle écrit. Ça avait déjà été le cas dans le 1, même si j'avais pas été la plus grande fan que ça de nos 2 protagonistes du tome 1, je les avais trouvés quand même bien écrits, et ils avaient quand même, enfin si, Harper elle était vraiment chouette, mais là dans ce tome 2 les 2 protagonistes je les ai vraiment beaucoup aimés. Ils évoluent bien, ils cachent des choses, on en apprend des choses, vraiment il y a une bonne dose, enfin c'est bien balancé entre les découvertes qu'on va faire, les révélations, les actions, les moments un peu plus posés pour avoir le temps de développer les relations entre les personnages. Je trouve qu'elle a une très très bonne balance, une bonne rythmique dans ce roman, j'adore. Et ce que j'aime, c'est qu'on va répondre à certaines questions qui étaient restées en suspens à la fin du tome 1, mais que aussi on va en créer des nouvelles et qui permettent l'ouverture vers le tome 3, qui sera du coup le dernier tome de la trilogie. Et du coup j'ai hyper hâte de me plonger dans cette suite. J'ai absolument adoré ce tome 2, et ouais, très très bonne trilogie en vue pour moi. Reste à le confirmer avec le tome 3, mais j'ai bon espoir que le tome 3 confirme que cette trilogie est vraiment pépite. Avant ça, un livre que j'ai lu, que j'avais demandé, donc c'était un service de presse, que j'avais demandé de la part de la maison d'édition, plutôt par curiosité, je vais pas vous mentir, j'en attendais pas grand chose, et finalement ça a été une super chouette lecture. Il s'agit de Quand Haru était là, c'est écrit par Dustin Tao, et je l'ai reçu du coup de la part de Hachette Roman. Merci beaucoup pour cet envoi, et déjà, l'objet du livre est très très beau, on va pas
Déjà, faut qu'on se le dise. Mais comme je vous dis, j'en attendais pas grand-chose parce que j'avais vu passer des avis qui étaient assez mitigés sur le précédent livre de l'auteur qui était sorti en France. Donc c'est Vous êtes sur le portable de Sam, qui était sorti il y a peut-être deux ans de ça maintenant. Donc j'étais là, ok, le premier de l'auteur en France, il a pas forcément plus que ça. Il avait l'air d'être assez décevant au vu de ce qu'il promettait sur la quatrième de couverture. Donc j'étais là, ok Marie, ne pars pas avec trop d'attentes. Et ça a été le cas dans celui-ci, donc j'étais là, ok, je me laisse vraiment full découverte sur celui-ci. Et c'était chouette, c'était chouette. On est ici sur une petite romance, du coup, ça je le savais. On est ici sur une petite romance, un paranormal, parce que on comprend très vite qu'un des deux protagonistes de cette romance semble ne pas être vraiment ancré dans le réel, puisqu'il semble que personne d'autre que notre héros ne puisse le voir. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que pendant un bon bout de temps, on se pose des questions de est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce qui fait partie de la réalité? Est-ce que la réalité de notre héros, c'est la réalité ou c'est sa réalité? Qu'est-ce qui relève du vrai, du faux? Et j'ai trouvé tout ce questionnement hyper intéressant. En même temps, on est sur un personnage principal du coup qui est brisé puisqu'il n'arrive pas à faire le deuil de la mort de son meilleur ami qui est décédé du coup il y a un an. Et on sent que c'est quelque chose qui l'a complètement détruit, sachant qu'on est sur un jeune homme qui était donc en pleine construction et ça l'a vraiment... Ça a vraiment arrêté, il est bloqué sur ça, il n'arrive pas à outrepasser ce deuil qu'il n'arrive pas à faire, donc et j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé les personnages touchants, vraiment ils étaient hyper chouettes et on a un twist de fin que je n'avais absolument pas vu venir et si j'avais su, je n'aurais pas terminé de lire ce livre en étant au travail pendant ma pause déjeuner puisque je l'ai terminé en pleurs, donc vraiment les pleurs un peu nuls, j'étais à mon bureau de travail en train de terminer le bouquin sur ma pause déjeuner et les larmes silencieuses qui coulent tout en étant là à pas arrêter de renifler pour éviter que de trop faire de bruit pour que les gens ne voient que j'étais en train de pleurer. Mais je ne m'attendais pas à ça, donc ça a vraiment relevé le niveau du bouquin pour moi en plus cette fin parce que je l'ai trouvé très très chouette et le fait d'avoir eu cette surprise de fin, j'ai aimé ça même si je n'ai pas forcément aimé ça vu l'état dans lequel ça m'a mis. Mais c'était très très chouette et du coup même si je ne suis toujours pas curieuse de découvrir Vous êtes sur le portable de Sam parce que j'ai peur que ça redescende un petit peu mon appréciation de l'auteur, je reste curieuse de voir ce qu'il peut nous faire par la suite parce qu'il me semble qu'il est en cours d'écriture ou qu'il a terminé un autre bouquin. Donc j'attends de voir quand un autre bouquin de l'auteur sortira en France pour le découvrir aussi. Toujours en service de presse de la part de Hachette Roman, j'avais terminé avant quand Halo était là, Prospérer une virgule point et la phrase sans fin de Lord Argelos que j'avais reçue du coup en poche ici avec cette sublime couverture, franchement je la trouve très très chouette et je suis tellement contente de l'avoir découvert. Il me semble que celui-ci je l'avais lu durant le week-end ami que j'avais organisé en janvier et vraiment c'était un super choix, c'était très très bien, c'était vraiment une pépite. Je comprends maintenant tout l'engouement qu'il y a autour de ce roman, pourquoi beaucoup d'entre vous m'avaient crié dessus en découvrant que je n'avais pas lu le livre. Je comprends, c'est chose faite, j'ai réparé l'erreur, ne vous en faites pas, c'était vraiment très très chouette. Ici l'autrice réussit à créer un univers qui est basé sur les mots, vraiment où les mots sont personnifiés, les lettres, les règles d'orthographe, la ponctuation, tout est personnifié et du coup à jouer de ça pour leur créer un enjeu, pour leur créer des valeurs, pour leur créer des personnalités et c'est tellement intelligent. On va suivre des personnages en fait qui sont dans un livre et donc on va suivre surtout Prospérer une virgule point donc qui appartient à la famille des virgule points, bien virgule point, pas point virgule. Et par exemple, pour vous donner un exemple, parce que je pense que c'est le plus simple à expliquer et qui est quand même assez parlant, dans sa ville, on va avoir la famille des Z qui va vivre. Et du coup, leur travail à eux, aux Z, c'est s'assurer que tous les Z qui sont dans le roman dans lequel ils vivent restent bien, soient bien entretenus, parce que voilà, les personnages doivent entretenir le texte dans lequel ils vivent. Et donc les Z, leur travail, c'est de bien entretenir les Z qui sont dans le récit, sauf que les Z, on est bien d'accord qu'en français, c'est pas la lettre qu'on a le plus le Z. Donc la famille des Z, c'est vraiment un petit peu les gueux là-bas. Ils sont pas forcément utiles à la société, on n'en a pas besoin, ils servent pas à grand-chose. Ils font vite fait leur travail, mais personne fait trop attention à eux. Et voilà, juste pour vous donner un exemple, donc voilà, on va avoir chaque personnage qui va avoir son rôle à jouer, son importance plus ou moins suivant sa récurrence dans le texte dans lequel ils vivent. Et j'ai trouvé ça hyper chouette parce que va se mélanger à ça une sorte de petite enquête puisque quelque chose va se passer très rapidement qui va être l'événement déclencheur du récit. Donc quelque chose va se passer et on va donc suivre Prospérer une virgule point qui va mener sa petite enquête tout en mélangeant cet univers hyper bien travaillé et on va avoir par la suite... Au début, j'avais peur parce que je me suis dit, en soi, l'histoire, elle est pas ouf. C'est une enquête.
somme toute lambda. Vraiment, le gros plus, c'était l'univers. Je me suis dit, c'est chouette, mais ça sera pas un coup de cœur pour moi, ça sera une bonne lecture, mais voilà. Si c'est juste se reposer sur l'univers, qui est somme toute très bien travaillé, on est bien d'accord, mais si c'est juste se reposer sur ça, pour moi c'est trop léger pour dire, ouais, c'est une super lecture, j'adore. Sauf que, et c'est là que je trouve que l'autrice a tellement bien fait son jeu, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir vraiment l'histoire, je sais pas comment vous exprimer ça, mais l'histoire qui va venir se mélanger avec l'univers. Ça va vraiment devenir plus qu'un seul élément. L'univers créé et l'histoire vont s'imbriquer vraiment l'un dans l'autre pour créer, pour en faire le récit qu'est celui-ci. C'est très très dur à exprimer, je ne saurais pas comment mieux vous l'expliquer, mais du coup, bah, ce que je trouvais, somme toute lambda, qui était l'histoire, vient s'imbriquer dans un univers qui est hyper bien travaillé, et du coup, ça fait un cocktail hyper détonnant et super chouette, et ça fait le taf, franchement, tu finis là, tu te dis, oh, c'est hyper bien fait en fait, c'est bluffant, elle a fait un super taf, l'autrice, franchement, c'est une gymnastique mentale qu'elle a dû se faire, qui est oufissime, et du coup, aussi, on va avoir des présentations dans le livre comme ça pour illustrer vraiment certains éléments qui nous sont racontés. On va avoir par exemple comme ça des lettres où c'est sur fond noir et par exemple là c'est un personnage qui parle en voix masquée, il parle en masqué, donc du coup bah, le fond de ses paroles sont en noir tandis qu'il c'est écrit en blanc. On va avoir un moment un personnage qui va crier, elle crie. Donc on a la mise en page qui va avec. Bref, c'est absolument fabuleux. J'adore, c'est trop bien fait. Le travail édito en plus est ouf dessus. Enfin, vraiment, je vous conseille fortement Prospère une virgule point. J'essaye d'enchaîner parce que j'ai pas envie de prendre encore plus de temps sur les prochains bouquins. Il m'en reste 2 à vous présenter. Celui que j'ai lu juste avant, en plus je vais vraiment pas trop m'apesantir dessus parce qu'il n'est pas disponible en français, c'est le Fairyloot du mois. Il s'agit de For She's Wrath, c'est écrit par Emily Varga et il est très très beau et c'était hyper chouette. Quand je vous le présentais dans ma palle, je vous disais que c'était un conte de Monte Cristo revisité en version fantastique et à la sauce young adulte et avec une ambiance Pakistan. Bah c'est totalement ça. Très clairement, oui, c'est une réécriture du conte de Monte Cristo. L'histoire commence où on a notre héroïne ici qui est emprisonnée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Elle s'est fait piéger en fait et du coup elle est en prison, elle cherche à s'enfuir. Pour s'enfuir, elle va se faire aider d'une autre prisonnière qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et elles vont réussir à s'enfuir. C'est là le petit twist par rapport au conte de Monte Cristo, là où quand du coup notre conte de Monte Cristo arrive à s'évader de la prison, il s'évade tout seul puisque son co-détenu lui il va mourir en prison. Là notre protagoniste et son ami qui va l'aider, elles vont réussir à s'enfuir toutes les deux, à s'échapper toutes les deux de la prison et donc va s'en suivre une histoire de vengeance et c'était hyper chouette. Vraiment ce côté fantastique en plus ajoute à vraiment un truc très 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 sympa. On va avoir une sorte de pouvoir de djinn en fait qui va venir s'ajouter là, un poil de romance aussi qui se met là et on va alterner. Je vous lisse un petit peu les choses parce que je vous avoue que celui-ci ça fait partie des premiers livres que j'ai terminé, alors mon souvenir est peut-être un peu moins frais, et on va alterner les chapitres entre passé et présent pour expliquer, enfin pour comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver au crime pour lequel a été incriminée notre héroïne. Donc qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle elle veut se venger d'une certaine personne qu'elle pensait être une personne de confiance qui était son amie d'enfance et elle était persuadée que c'était oui une personne de confiance, sauf que cette personne va la trahir et c'est contre elle qu'elle veut établir sa vengeance. Et on va donc avoir les passages au passé qui vont expliquer, qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne-là, qui est donc son amie d'enfance, va en arriver là, quel est le but, même si après on cautionne pas, c'est une autre façon de voir, mais ça va permettre de donner un peu de profondeur, un peu plus d'explication et d'avoir un autre point de vue sur la situation et pas juste les petites découvertes qu'elle va faire au fur et à mesure. Il y a aussi du coup un gros twist par rapport au conte de Monte Cristo, donc ça c'est cool parce que j'avais peur que ça soit vraiment le conte. Vu comment ça a commencé, je me suis dit ouais ça va juste être le conte de Monte Cristo, on change les noms, on met un petit peu de magie par-ci par-là et basta. Non, c'est vraiment, on a la trame de fond qui fait très Monte Cristo, mais la fin va complètement changer par rapport au classique et va apporter un vrai twist. Et j'ai trouvé ça hyper chouette parce que la révélation de fin, je l'avais pas vu venir. Après, je suis très bon public et je cherche pas à savoir non plus. Hein. J'aime bien me faire embarquer par un bouquin. Donc là, il a réussi à m'embarquer et j'avais pas vu venir l'élément de fin. Et donc, quand c'est arrivé que l'autrice, qu'on en arrive à ce moment-là, j'étais en mode oh, mais non. Voilà. Et à partir du moment où j'ai cette réaction-là, pour moi, ça veut dire que c'est bon. Le livre a su me prendre, a su m'embarquer et que j'ai apprécié. Et ça a été le cas ici. Donc, j'espère qu'il sera traduit en français. Ça serait quand même très très chouette. Mais ça a été une très bonne lecture. Et donc, j'avais commencé l'année avec un premier service de
de presse, comme ça tout de suite le ton était donné. Il s'agissait du Théorème des garçons, c'est écrit par Anna Gracia et c'est publié aux éditions Young Novel. Je suis contente de l'avoir lu parce qu'il était pas mal chouette. Ça n'a pas été ma meilleure lecture, hein. J'ai pas commencé en ayant un coup de cœur comme ça a pu être le cas l'année dernière, où ma première lecture de l'année c'était un coup de cœur. Là c'était pas le cas, mais c'était quand même une très très chouette lecture. J'ai aimé ici qu'on nous présente l'éducation un petit peu asiatique, plutôt là on est sur l'éducation taïwanaise. Donc la rigueur, c'est cliché, mais les clichés ne viennent pas... Des fois ont quand même une base de vrai. Et là, pour le coup, il y a vraiment une éducation asiatique avec une rigueur quand même qui est peut-être plus marquée que dans d'autres cultures. Une rigueur à l'éducation, la recherche de réussite vraiment, où la mentalité asiatique a peut-être plus tendance à vouloir que les enfants d'une famille réussissent, fassent des métiers qui sont considérés comme vraiment méritants, avocat, médecin ou que sais-je, avec aussi une appétence pour la musique en général. C'est vrai que là, on va avoir une héroïne qui va être forcée de faire du violon. Elle évolue dans le violon avec sa sœur. Elles sont mises en compétition par les parents, toutes les deux. Elle a une grande sœur à qui tout réussit, qui on a l'impression qu'elle a des journées de 48 heures d'ailleurs, sa sœur. Donc notre héroïne, elle va suivre cette pression-là avec sa mère qui est toujours derrière son dos et elle est en pleine adolescence. Elle cherche pas forcément, elle veut pas être la meilleure, elle se donne pour faire plaisir à sa mère, mais elle s'en fiche, elle a pas de facilité non plus à l'école, elle est obligée de travailler à mort pour réussir à avoir des résultats qui restent moins bons que sa sœur, donc en plus ça la démotive, donc elle a du mal à communiquer avec sa mère qui ne voit en elle que la possible réussite qu'elle pourrait avoir, et c'est l'adolescence quoi, elle se sent incomprise par sa mère, donc c'était chiant. C'était pas forcément agréable à lire ces moments-là, mais en même temps, c'est très vrai, quand on est adolescent, on a du mal parfois à voir plus loin que le bout de son nez, on comprend pas forcément les objectifs de nos parents, on comprend pas pourquoi ils nous poussent à vouloir absolument exceller. Bon, là après, c'est vraiment extrême quand même, mais on comprend pas forcément alors qu'on a juste envie de kiffer notre jeunesse, de dire oui, non mais c'est bon, je m'en fiche, moi je veux juste aller sortir avec mes copains, parce que là, notre héroïne, c'est un petit peu ce qu'elle veut, hein. Elle est en crush sur un mec, ils se dragouillent, ça va un peu plus loin, ils se font des petits bisous, mais elle aimerait bien vivre ses premières expériences aussi. Et le livre va beaucoup parler de ça, de premières expériences aussi, de premières relations autant sentimentales que sexuelles, et aussi apprendre à connaître ses sentiments, à se connaître, parce que ça va être ça en fait, ça va être aussi la prise de confiance de notre héroïne, qui au début se fait un petit peu malmener, autant par sa mère qui lui dit exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, à quelle heure elle doit le faire, et à côté on a aussi où elle pense qu'elle est amoureuse d'un tel, elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire, sauf que elle réfléchit pas, elle a pas encore le recul et la maturité suffisante pour se dire oui mais moi qu'est-ce que je veux, oui mais moi est-ce que je peux dire avec conviction non mais ça je veux pas, et donc elle va prendre en confiance, elle va prendre en maturité, c'était hyper chouette à voir. Et c'est un roman qui est chouette à lire pour quand on est ado, qu'on est jeune adulte et qu'on cherche encore à se construire, qu'on n'ose pas encore dire à voix haute nos ressentis, dire ce qui nous plaît pas, parce qu'on a le droit de dire non, ça me plaît pas, non j'ai pas envie. Et c'est important, et ça j'ai trouvé ça cool de voir le développement de cette héroïne comme ça qui va apprendre à se connaître, qui va apprendre à savoir ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut pas, et qui du coup va réussir à recréer la communication qui avait été coupée avec sa famille, avec ses amis, avec aussi ses relations, enfin bref c'était très très chouette, ça reste pas ma meilleure lecture de l'année, on s'entend, mais c'était un roman qui faisait le taf et que je trouve intéressant à découvrir et je suis contente de l'avoir reçu en service de presse. C'en est donc tout pour cet avis lecture qui est ma foi bien long, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés, si oui qu'est-ce que vous en avez pensé, et sinon est-ce qu'il y en a certains qui vous intéressent dans ceux que je vous ai présentés, dites-moi tout ça en commentaire, et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, je vous invite à mettre l'emoji de feu parce que j'ai celui-ci sous le bras et nous avons plein de feux, donc mettez plein d'emoji flammes, ça sera très très chouette. Pour commencer l'année, ça nous réchauffera un petit peu. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc je vous remercie beaucoup à tous pour ceux qui prendront le temps d'aller s'abonner. Vous pouvez aussi me retrouver un peu plus sur TikTok. Récemment, j'ai repris un petit peu l'activité sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi par là-bas, ça me ferait plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!